Le couloir de la résidence Le Grenat, rue Garibaldi, Lyon 7e, sentait la peinture froide et le chauffage éteint depuis des heures. Il était 22h14 un jeudi de novembre, quand Théo Marchand, 34 ans, entendit le bruit. Un bruit qu'il connaissait bien, le roulement sourd d'une valise sur du carrelage, suivi d'un silence qui pèse trop lourd pour être innocent. Il ouvrit la porte du 4B. Elle était là. Delphine Aubert, 31 ans, sa voisine du 4A depuis 18 mois, celle avec qui il partageait parfois un bonjour rapide devant les boîtes aux lettres, jamais plus. Ses cheveux blonds tombaient en désordre sur les épaules. Elle tenait le manche de sa valise comme si c'était la seule chose solide qui lui restait dans le monde. Ses yeux, des yeux que Théo n'avait jamais vraiment regardés jusqu'à ce soir, étaient secs, mais d'une sécheresse qui vient après avoir tout épuisé. La serrure du 4A était changée. Un avis d'expulsion était collé sur la porte. Théo regarda ses clés dans sa main, puis il regarda Delphine, et sans vraiment comprendre pourquoi, il tendit le bras. « Emménage avec moi ». Elle le fixa comme s'il venait de prononcer une phrase dans une langue qu'elle ne parlait pas. Certaines portes s'ouvrent quand on n'a plus rien à perdre. Delphine n'avait pas ri. Elle n'avait pas non plus accepté, pas tout de suite. Elle était restée figée dans ce couloir pendant ce qui lui avait semblé être une éternité, les yeux fixés sur les clés que Théo tenait toujours en l'air, comme si elles pouvaient disparaître si elle les regardait trop longtemps. Le néon du 4e étage bourdonnait légèrement, ce bourdonnement qu'elle avait maudit pendant 18 mois et qui, ce soir, ressemblait presque à une présence. « Tu plaisantes ?» finit-elle par dire. Ce n'était pas vraiment une question. « Non » répondit Théo. « J'ai un canapé, il est grand. »« Et ton autre option, c'est quoi exactement ?» Elle regarda la porte de son ancien appartement. L'avis était imprimé sur du papier blanc ordinaire, avec le logo du cabinet Montoriol & Associés en haut à gauche, un cabinet qu'elle connaissait désormais mieux qu'elle ne l'aurait voulu. 3 mois de loyer impayé. 2 lettres recommandées restées sans réponse, non par négligence, mais parce que répondre aurait voulu dire admettre ce qui se passait vraiment. Ce qui se passait vraiment, c'était que Delphine Aubert avait perdu son poste de coordinatrice chez une agence événementielle du quartier Confluence 4 mois plus tôt. Restructuration, avait dit son responsable en regardant ses chaussures. Nous sommes vraiment désolés. Elle avait reçu ses affaires dans un carton en plastique transparent. Ses stylos, ses post-it, la petite plante en céramique que sa mère lui avait offerte pour son premier jour. Elle avait tout mis dans sa voiture. Puis, elle avait conduit jusqu'au bord du Rhône, et elle n'avait pas pleuré. Elle avait regardé l'eau et elle avait pensé « Je vais m'en sortir ». Elle s'était répété cette phrase chaque matin pendant 4 mois, comme une prière sans Dieu. Elle ne s'en était pas sortie. Certaines portes s'ouvrent quand on n'a plus rien à perdre. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, quelqu'un qui a tout donné et qui se retrouve à recommencer de zéro, abonnez-vous à cette chaîne. Nous racontons les vraies histoires, celles dont personne ne parle. Théo tenait toujours les clés. Il n'insistait pas, ne souriait pas de façon condescendante. Il attendait simplement, avec cette façon qu'il avait, qu'elle ne lui connaissait pas encore, de tenir l'espace sans l'occuper. Elle prit les clés. « Juste le temps de trouver autre chose, dit-elle. »« Bien sûr, dit-il, et dans sa voix, il y avait quelque chose qu'elle n'arriva pas à définir ce soir-là. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Comme s'il avait autant besoin qu'elle, d'accepter que d'offrir. Elle l'apprendrait plus tard. L'appartement de Théo était propre d'une façon particulière. La propreté des gens qui vivent seuls depuis longtemps et qui ont appris à organiser l'espace pour ne pas sentir son absence. Pas de photos sur les murs, un canapé en tissu gris, confortable et sobre, une cuisine ouverte avec une cafetière italienne en acier sur la plaque, des livres, beaucoup de livres, rangés par taille plutôt que par ordre, ce qui lui dit quelque chose sur lui sans qu'elle puisse encore nommer quoi. Salle de bain à droite, dit-il en posant ses clés sur le plan de travail. Serviette dans le placard blanc. Je me lève à 6h30, mais je suis silencieux le matin. Enfin, j'essaie. Tu fais ça souvent ? Demanda Delphine en posant sa valise près du canapé. Quoi ? Inviter des inconnus à habiter chez toi. Il la regarda avec une expression légèrement décalée, comme s'il calculait quelque chose. Tu n'es pas une inconnue, tu es ma voisine depuis 18 mois. Je sais que tu détestes le bourdonnement du néon du couloir, que tu travaillais le soir parce que de la lumière filtrait sous ta porte jusqu'à minuit, et que tu commandais systématiquement des sushis le mercredi soir chez Osaka Confluence. Delphine resta silencieuse un instant. « Tu faisais attention à ça ?»« Je fais attention à tout, dit-il. C'est mon problème. » Elle apprit cette nuit-là que Théo Marchand
était architecte. Pas dans un grand cabinet parisien avec terrasse et table de réunion en verre fumé, mais dans sa propre structure, petite, installée dans une ancienne imprimerie de la rue d'Algérie. Il travaillait essentiellement pour des projets de rénovation patrimoniale, des immeubles lyonnais classés, dont il respectait les lignes avec une attention presque affectueuse. Il gagnait bien sa vie sans l'exhiber, ce qui à Lyon, ville qui méprise l'ostentation, était une qualité. Il lui fit un thé sans lui demander si elle en voulait. Il posa la tasse sur la table basse et s'assit en face d'elle avec la sienne. « Tu as de la famille ici ?» demanda-t-il. « Ma mère est à Grenoble. Mon père, je ne sais plus. Des amis ? J'en avais, mais quand tu n'as plus de travail, les gens ont soudainement des agendas très chargés. » Il hocha la tête lentement, pas avec pitié, avec une reconnaissance précise, comme quelqu'un qui reconnaît un paysage qu'il a déjà traversé. Certaines portes s'ouvrent quand on n'a plus rien à perdre. « Tu as faim ?» dit-il enfin. « Il est presque minuit. C'est Lyon. Les cuisines ne ferment jamais vraiment. » Il avait du fromage de chèvre frais, du pain de la boulangerie Poilane de la place Bellecour et des noix. Il posa tout ça sur la table sans cérémonie. Et pour la première fois depuis 4 mois, Delphine Aubert mangea sans avoir l'impression de voler quelque chose au temps. Les 2 premières semaines passèrent comme passent les choses qu'on n'avait pas prévues, vite et avec une douceur qu'on ne sait pas comment nommer. Delphine cherchait du travail le matin depuis le coin bureau qu'il lui avait libéré sans qu'elle le demande. Elle envoyait des candidatures, recevait des réponses automatiques, recommençait. Théo partait à 7 heures avec son carnet à spirale et son thermos de café, rentrait vers 19 heures, et ils dînaient ensemble sans l'avoir décidé, parce qu'elle avait cuisiné ou parce qu'il avait ramené quelque chose du marché de la Croix-Rousse. Un soir, il étala des plans sur la table du salon. Il travaillait sur la rénovation d'un immeuble haussmannien rue Auguste-Comte. Elle s'approcha sans le déranger, regarda les lignes, les annotations. « Tu as fait une erreur là, dit-elle en pointant une zone. » Il releva la tête. « Ici, les proportions de la fenêtre ne respectent pas le gabarit d'origine. Si le bâtiment est classé, ça ne passera pas. » Il regarda le plan, puis il la regarda elle. « Comment tu sais ça ? J'ai organisé des événements pour des agences immobilières de prestige pendant 3 ans. J'ai accompagné des visites de bâtiments classés, j'ai assisté à des réunions avec des ABF, des architectes des bâtiments de France. On finit par apprendre. » Théo resta silencieux un moment, puis il tourna le plan vers elle. « Montre-moi. » Ce fut le début de quelque chose qu'aucun des deux n'aurait su appeler correctement. Certaines portes s'ouvrent quand on n'a plus rien à perdre. C'est ici que je dois vous demander quelque chose. Si cette histoire vous touche, celle de quelqu'un qui perd tout et qui découvre que la reconstruction peut commencer dans les endroits les plus inattendus, laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà vécu ça. Ces mots comptent plus que vous ne le croyez. La tension vint un soir de décembre, 3 semaines après son arrivée. Delphine avait reçu une réponse positive pour un entretien. Une agence de communication sur la presqu'île, sérieux, bien rémunéré. Elle était rentrée avec une légèreté nouvelle, presque fragile, et elle avait trouvé Théo assis dans le salon, une lettre ouverte sur les genoux, le visage fermé d'une façon qu'elle ne lui avait encore jamais vue. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il leva les yeux vers elle, et dans ce regard, quelque chose se fissura. « C'est rien. Félicitations pour l'entretien. » Mais ce n'était pas rien, et elle le savait déjà. La lettre venait d'un notaire bordelais. Théo ne lui en parla pas ce soir-là. Il parla de l'entretien, de l'agence, lui posa les bonnes questions avec toute l'attention dont il était capable. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Une pression atmosphérique imperceptible, le genre qui précède les orages que la météo n'annonce pas. Delphine apprit ce qui se passait 3 jours plus tard, non par lui mais par Arnaud, le gardien de l'immeuble, qui évoquait la chose avec la désinvolture maladroite des gens qui supposent que vous êtes au courant. Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. C'est malheureux cette histoire avec son associé, perdre la moitié du cabinet comme ça. Elle ne posa pas d'autres questions à Arnaud. Le soir, elle attendit que Théo soit rentré. Elle mit de l'eau à chauffer, elle posa 2 tasses sur la table, et quand il s'assit, elle dit simplement « Parle-moi ». Il resta silencieux assez longtemps pour que le silence devienne une réponse en soi. « Mon associé est parti avec 3 contrats majeurs et la moitié des clients. Il s'est installé à Bordeaux, a monté sa propre structure. C'est légal, c'est dans les clauses, et ça va probablement me coûter l'agence dans sa forme actuelle. » « Depuis quand tu le sais ?»
Depuis le mois dernier. Delphine pensa à toutes les nuits où il avait semblé calme, à tous les matins où il était parti avec son carnet et son thermos, comme si rien ne vacillait. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que tu avais assez de problèmes. »« Théo, Delphine. Ce n'est pas une raison, c'est une excuse. Certaines portes s'ouvrent quand on n'a plus rien à perdre. » Il y eut une dispute, courte mais réelle, la première qu'ils avaient, et qui ressemblait moins à une dispute qu'à deux personnes qui apprennent enfin à se parler vraiment. Elle lui dit qu'il n'avait pas le droit de tout porter seul, comme si cela était une vertu. Il lui dit qu'il avait l'habitude. Elle lui dit que les habitudes pouvaient changer. Il sortit marcher. Elle ne le retint pas. Il revint 1 heure plus tard. Il avait les joues rouges du froid lyonnais de décembre, et dans les mains, 2 sachets en papier de la boulangerie de nuit rue de la République, des croissants chauds à 11 heures du soir, parce que c'était Lyon et que certaines choses existaient pour ça. Il posa les sachets sur la table. « Tu as raison, dit-il. C'était peu, c'était suffisant. » Ils parlèrent jusqu'à 2 heures du matin cette nuit-là. Vraiment parlèrent de ce que chacun avait perdu, de ce que chacun avait décidé de cacher, de la façon dont la solitude avait fini par ressembler à une compétence plutôt qu'à une blessure. Théo lui parla de son associé Renaud, avec qui il avait fondé l'agence 7 ans plus tôt. 2 amis qui avaient partagé une vision, puis progressivement 2 hommes, qui avaient partagé un espace sans plus partager grand-chose d'essentiel. La rupture n'était pas une trahison, reconnut-il. C'était une dérive trop longtemps ignorée. « J'aurais dû voir les signes, dit-il. »« On voit rarement les signes des choses qu'on ne veut pas voir, répondit Delphine. Elle lui parla, elle aussi, de l'agence événementielle, de ces 4 années à construire quelque chose qu'elle croyait solide, de la façon dont le carton en plastique transparent avait contenu non seulement ses affaires, mais aussi une certaine idée d'elle-même. De la honte, cette honte particulière de ne plus pouvoir payer son loyer, qui ne ressemble à rien d'autre. « J'ai commandé des sushis jusqu'en septembre, dit-elle, même quand je n'avais plus les moyens. Parce que tant que je commandais des sushis le mercredi, je pouvais faire semblant que rien n'avait vraiment changé. » Théo sourit, pas d'une façon amusée, d'une façon tendre. « Je savais. » « Tu savais ? Les cartons de livraison dans la poubelle de recyclage, j'ai remarqué qu'ils avaient disparu en octobre. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. » Elle le regarda. « Et tu n'as rien dit. » Je ne savais pas comment. Jusqu'à la valise dans le couloir, certaines portes s'ouvrent quand on n'a plus rien à perdre. Ce soir-là, il n'y eut pas de baiser, pas de déclaration, pas de scène de film. Il y eut 2 personnes qui décidèrent de ne plus faire semblant, ni à l'autre, ni à elle-même. Ce fut plus difficile et plus réel que n'importe quelle romance. Et c'est précisément pour ça que ça tint. Il lui proposa de travailler avec lui, pas par pitié, mais parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour gérer la coordination des projets, les relations avec les clients institutionnels, les événements de présentation. Elle connaissait ce monde mieux qu'il ne l'avait compris. Elle accepta pour 1 mois d'essai, avec un contrat écrit, parce que ni l'un ni l'autre n'était du genre à confondre les sentiments avec un accord professionnel. Elle passa l'entretien de l'agence de communication quand même. Elle n'eut pas le poste. Il cherchait quelqu'un de plus jeune, dirent-ils avec toute la délicatesse d'une porte en métal. Elle rentra chez lui ce soir-là, chez eux déjà, sans qu'ils aient encore prononcé le mot, et elle dit simplement « Tant mieux ». Il comprit. 2 ans et demi plus tard, l'agence Marchand & Aubert, architecture et coordination patrimoniale, occupait désormais les 2 niveaux d'une ancienne imprimerie entièrement rénovée rue d'Algérie dans le 1er arrondissement de Lyon. Ils avaient gardé les poutres métalliques d'origine, les grandes fenêtres industrielles, et ajouté une mezzanine en chêne clair sur laquelle Delphine avait installé son espace de travail. Ce matin de mai, elle était debout avant lui, ce qui n'arrivait presque jamais. Elle descendit à la cuisine de l'appartement qu'ils partageaient maintenant 2 rues plus loin, rue Passet, dans un immeuble du début du siècle qu'ils avaient rénové eux-mêmes avec une attention presque obsessionnelle. Elle mit la cafetière italienne en acier sur la plaque, la même qu'il avait depuis toujours, et elle attendit le bruit de l'eau qui monte. Sur la table, il y avait une enveloppe. Elle la connaissait. Elle l'avait vue arriver 3 jours plus tôt et avait attendu le bon moment. Le logo de la Fondation du patrimoine de la région Auvergne-Rhône-Alpes était imprimé en haut à gauche, lauréat du prix régional de rénovation patrimoniale, catégorie immeuble résidentiel classé. Le projet de la rue Auguste-Comte, celui sur lequel elle avait pointé l'erreur de proportion. Ce soir où tout avait commencé à changer. Théo descendit à 6h40, les cheveux encore désordonnés,
et il trouva la cafetière prête et l'enveloppe ouverte sur la table. Il la regarda, elle. « Tu l'as ouverte. Elle t'appartient autant qu'à moi. » Il s'assit en face d'elle. Il prit la lettre, la lut en silence, puis il la reposa avec soin comme on pose quelque chose de précieux. « Tu te souviens du couloir » dit-il. « Le bourdonnement du néon ?»« Toi avec ta valise, moi avec mes clés. Je pensais te proposer juste une nuit. Je sais. Et puis j'ai vu ta tête. Et je me suis dit, cette femme a la même expression que moi quand je ne veux pas montrer que je me noie. » Elle sourit. « Et tu as tendu les clés quand même. Et tu les as prises quand même. Certaines portes s'ouvrent quand on n'a plus rien à perdre. » Dehors, Lyon s'éveillait doucement dans la lumière de mai. Le marché de la Croix-Rousse s'installait. Les premières terrasses de la presqu'île sortèrent leurs chaises. Le Rhône reflétait un ciel sans nuages. La ville continuait, indifférente et belle, comme elle l'avait toujours fait. Delphine Aubert avait perdu un appartement, un travail, et une certaine idée d'elle-même un soir de novembre, dans un couloir au néon bourdonnant. Elle avait trouvé autre chose, pas un remplacement, pas une consolation, mais quelque chose de plus difficile à nommer, et donc de plus réel. Elle avait trouvé une porte ouverte par quelqu'un qui ne savait pas encore qu'il en avait besoin autant qu'elle. Certaines portes s'ouvrent quand on n'a plus rien à perdre, et parfois la personne qui tient les clés est aussi perdue que vous. Il faut juste avoir le courage de tendre la main quand même. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Racontez-moi une porte qui s'est ouverte dans votre vie, au moment où vous vous y attendiez le moins. Et si vous pensez à quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment, partagez cette vidéo avec lui. Parfois un récit suffit à rappeler qu'on n'est pas seul. Merci pour votre super thanks. Chaque soutien permet à ces histoires de continuer à exister. À très bientôt.